On sait que cette partie, elle a un pH acide. Et c'est pour ça qu'il y a trop de... Alors, on a trop de spermatozoïdes qui vont être éliminés suite au pH acide de cette partie, c'est-à-dire au niveau du vagin. Et puis après, alors, un grand nombre de spermatozoïdes va être éliminé. Les spermatozoïdes qui pénètrent dans la glaire cervicale et pour dépasser et arriver au niveau de l'utérus, c'est-à-dire il y a seulement les spermatozoïdes qui sont mobiles qui peuvent traverser cette région. Alors, dans le col utérin, là aussi, c'est-à-dire exactement la production de la glaire cervicale est maximale au moment de l'ovulation. Et le pH, il varie entre 6,5 et 8,5. Alors, c'est pour ça elle ne laisse passer, là, elle ne laisse passer que c'est-à-dire sauf au moment de la phase de l'ovulation. L'ovulation, je rappelle, qu'elle se déroule vers le 14e jour du cycle pour un cycle de 28 jours. Et on a les 2 jours avant et 1 jour après. Là, on va en parler tout de suite de ce qu'on appelle la période de fécondabilité, qui est pour un cycle de 28 jours aux environs de 5 à 6 jours pour un cycle de 28 jours. Alors, elle ne laisse passer, je répète, elle ne laisse passer les spermatozoïdes que pendant la phase d'ovulation. Et ce qui fait 2 jours avant et 1 jour après. Et puis après, parmi les 300 millions de spermatozoïdes qui sont déposés au niveau de la cavité vaginale, on a seulement 2 millions qui arrivent au niveau de la cavité utérine. Et là aussi, un grand nombre de spermatozoïdes, il va être éliminé ou bien phagocyté par les cellules phagocytaires. Et le mouvement des spermatozoïdes, alors pour dépasser cette portion hétérotubaire, c'est-à-dire c'est l'ouverture de cette portion de l'utérus vers la trompe utérine, ou bien on l'appelle la portion hétérotubaire. Alors, on doit avoir des spermatozoïdes qui sont mobiles. Alors, les mouvements des spermatozoïdes, c'est le mouvement propre des spermatozoïdes, c'est grâce au mouvement propre des spermatozoïdes, et aussi grâce à la contraction de cette région, c'est-à-dire le col utérin, ainsi que le liquide, le courant plutôt liquidien qui est créé ici au niveau de l'épithélium tubaire, puisque c'est-à-dire le caractère de mouvement, ici, il est très important pour assurer la fécondation. Il doit y avoir des spermatozoïdes qui sont mobiles, qui peuvent se déplacer de l'utérus vers le lieu de fécondation. Alors ça, c'est en ce qui concerne la portion là, j'ai dit en ce qui concerne le passage des spermatozoïdes. Et là aussi. Alors, on est obligé d'attendre un peu. Voilà. Et puis après, arrivé au niveau du lieu de fécondation, qui est le tiers externe de la trompe de Fallope, il doit y avoir au moins une dizaine de spermatozoïdes autour de l'ovocyte 2 qui est bloqué, on a dit, en métaphase, qui est bloqué en métaphase 2. Et là, vous avez à revoir le cours de l'ovogenèse. Oui. D'accord. Alors, okay. Alors, le nombre des spermatozoïdes diminue encore et un bon nombre, on l'a dit, il est digéré par les cellules phagocytaires qui se trouvent au niveau de la portion hétérotubaire.
Alors, dans le tiers externe de l'ovoducte, normalement, on a au moins une dizaine de spermatozoïdes qui sont retenus autour de l'ovocyte 2, qui est bloqué en métaphase, 2. Alors, on a trouvé que la durée moyenne du passage des spermatozoïdes du vagin vers le lieu de fécondation, il est en moyenne de 30 minutes. Il est en moyenne, je répète, de 30 minutes. Donc, ça, c'est en ce qui concerne le trajet des spermatozoïdes. Ça passe pas, ça bloque. Non. Ça dit 2, 3, en bas, ça bloque. Non. Ah, alors, c'est un problème. Je pense que je vais mettre un papier. Alors, ça, c'est pour le trajet des spermatozoïdes. On va passer à la deuxième période de la fécondation, c'est la période, on doit parler de la période de fécondabilité. Alors, on va faire un petit rappel concernant le cycle ovarien. On a dit que le cycle ovarien pour l'espèce humaine, il est en moyenne de 28 jours. Il est divisé en 2 phases. La première, c'est la phase folliculaire. Il est divisé en son milieu au 14e jour par un phénomène très important, c'est l'ovulation. Et puis après, on a la deuxième phase du 14e jour vers la fin du cycle et qui est la phase post-ovulatoire ou bien la phase lutéale. Alors, en ce qui concerne la période de fécondabilité, là aussi, si on revient au cycle ovarien, on a parlé de ça dans le cours de la partie de la fonction génitale femelle. Alors, on a dit que la période de fécondabilité, elle est à peu près de 5 à 6 jours pour un cycle de 28 jours. C'est à peu près 4 jours avant l'ovulation et 1 jour après l'ovulation. Là, c'est à peu près la période de fécondabilité. Et bien sûr, si on parle, là, on parle de la maturation des spermatozoïdes, elle s'effectue au niveau du canal épididymaire. Alors, là aussi, on a parlé de 2 phénomènes qui sont ce qu'on appelle la décapacitation. Et cette décapacitation, c'est rendre en quelque sorte les spermatozoïdes incapables ou bien incapables pour féconder. Et là, ça se passe au niveau de l'appareil génital femelle. Alors, la formation des spermatozoïdes, elle se fait au niveau du testicule, exactement au niveau des tubes séminifères. Et une fois formés, ces spermatozoïdes, ils vont dépasser les voies séminales pour c'est-à-dire pour former d'abord le sperme et puis après c'est-à-dire être excrété à l'extérieur de l'appareil génital femelle. Alors, l'appareil génital mâle, alors la décapacitation, je répète, elle a lieu au niveau de l'épididyme. Et alors, c'est pour ça qu'on dit que la maturation des spermatozoïdes s'effectue dans le canal épididymaire. Premièrement, au niveau de l'épididyme, ils vont acquérir leur mobilité. Deuxièmement, ils vont subir ce phénomène qui est la décapacitation. Et cette décapacitation, c'est pour ne pas, c'est-à-dire relâcher les enzymes qui sont contenues au niveau de capuchon acrosomique avant d'arriver dans le lieu de fécondation, puisqu'on a besoin de ces enzymes au moment de la fécondation qui a lieu dans l'appareil génital femelle.
Et ce phénomène, j'ai dit, on l'appelle la recapacitation. Alors, dès que les spermatozoïdes, ils sont dans l'appareil génital femelle, en contact avec les cellules folliculeuses qu'on appelle cumulus ophorus, alors ces spermatozoïdes, ils vont subir ce qu'on appelle la recapacitation et de là, ils peuvent traverser les barrières qui entourent l'ovocyte. Alors, de là, on a. Alors, comment se fait cette recapacitation? Elle se fait par vésiculisation de la membrane plasmique de l'ovocyte et la membrane plasmique de l'acrosome. Et puis après, il va y avoir des ruptures au niveau de cette membrane. Et de là, on a la libération des enzymes qui sont contenues au niveau de l'acrosome. Alors, ceci, c'est-à-dire la libération de ces enzymes, on l'appelle comment? On l'appelle la réaction acrosomiale. Alors, je répète, on va expliquer comment se fait la vésiculisation au niveau du spermatozoïde lors de la recapacitation. Certaines régions au niveau de certaines régions au niveau de la membrane plasmique de spermatozoïdes et la membrane de l'acrosome, ils vont subir, c'est-à-dire ils vont être dépourvus de protéines et leur fusion avec la membrane externe de l'acrosome, qui est à l'origine de la formation de ces vésicules que vous voyez ici dans ce schéma. Et de là, on a la libération, ceci permet la libération des enzymes hors de l'acrosome et qui sont, alors on a trois types d'enzymes qui sont contenus au niveau de l'acrosome et qui sont indispensables pour la fécondation. Alors, je répète, j'ai dit la réaction acrosomiale, elle se fait au niveau de l'appareil génital femelle dès que les spermatozoïdes ils sont en contact avec les cellules du cumulus ophorus, ce qui permet la libération de ces trois enzymes qui se trouvent au niveau de l'acrosome. Et on va voir le rôle de chaque enzyme. On va commencer par madame. On va commencer, j'ai dit, par connaître le rôle de chaque enzyme. Admettre هذا حرك نحرك والو هكا Alors ça, c'est en ce qui concerne, j'ai dit, ce qu'on a appelé la vésiculisation de la membrane, je rappelle, de la membrane plasmique de spermatozoïdes et la membrane de l'acrosome et qui vont à la fin libérer les enzymes qui sont nécessaires à la fécondation et de là
c'est ce qu'on appelle la réaction acrosomiale. Alors, la réaction acrosomiale, c'est la libération tout court des enzymes qui sont contenues au niveau de l'acrosome. Alors, quels sont et bien sûr, ce phénomène, c'est-à-dire rendre les spermatozoïdes capables à la fécondation par la libération de ces enzymes ou bien la réaction acrosomiale, elle a des conséquences. Premièrement, c'est de préparer la poursuite des événements de la fécondation, c'est-à-dire pour assurer la fécondation. Elle rend possible la réaction acrosomiale, qui est ce qu'on appelle la libération des enzymes qui sont contenues au niveau de l'acrosome. Et puis après, elle libère des sites de reconnaissance membranaire de la zone pédicide et la membrane ovocytaire et l'hypermobilité des spermatozoïdes, tout en sachant, j'ai dit tout à l'heure, que le caractère de mouvement, il est très important pour assurer la fécondation. Alors, suite à la réaction acrosomiale, il y a la libération des enzymes qui sont contenues au niveau de l'acrosome. Mais avant ça, on doit savoir que l'ovocyte qui se trouve normalement dans le tiers externe de la trempe de Fallope, alors la membrane plasmique de l'ovocyte 2 bloquée en métaphase 2, elle est entourée par la zone pédicide et les premières cellules les premières cellules folliculeuses ou bien qu'on a appelées la corona radiata, et puis après eux-mêmes, ils sont entourés par d'autres cellules folliculeuses qu'on appelle les cellules du cumulus ophorus. Alors, il y a la libération du contenu de l'acrosome. Alors, premièrement, on a le premier type d'enzyme, c'est les hyaluronidases. Elles détruisent le ciment intercellulaire du cumulus ophorus et celui de la corona radiata. Autrement dit, c'est la première barrière qui entoure l'ovocyte. Elle est détruite par le premier type d'enzyme qui se trouve au niveau, je répète, au niveau de l'acrosome et qu'on appelle les hyaluronidases. Le deuxième type d'enzyme, c'est la CPE, la corona pénétrative enzyme. Et là, elle doit dépasser la deuxième barrière. Elle détruit directement les cellules de la corona radiata. Et le troisième type d'enzyme, c'est l'acrozyme qui va détruire les glycoprotéines qui se trouvent dans la zone pédicide et qui sont responsables en quelque sorte de la consolidation de la zone pédicide. Alors, une fois que c'est-à-dire ces barrières ont été éliminées par les trois types d'enzymes, le spermatozoïde il va se retrouver en face de la membrane plasmique de l'ovocyte. Alors, ça, c'est aussi parmi les conséquences de l'incapacitation, c'est que j'ai dit, les spermatozoïdes, ils se trouvent en face de la membrane plasmique des spermatozoïdes. Mais en sachant qu'on a plusieurs types, on dit plutôt plusieurs spermatozoïdes, une dizaine à peu près de spermatozoïdes qui se trouvent autour de l'ovocyte 2, mais seulement un qui est nécessaire à la fécondation. Alors, on l'a dit toujours dans l'introduction à l'étude de l'embryologie, une seule espèce est nécessaire à la fécondation. Même s'ils peuvent traverser les cellules du cumulus ophorus, alors on a ces spermatozoïdes, ils vont se trouver entre les cellules, c'est-à-dire piégés entre les cellules, mais ils ne peuvent pas atteindre le cumulus ophorus. Mais pourquoi? Puisqu'on a un seul spermatozoïde, comme vous voyez ici, un seul spermatozoïde, c'est ce qu'on appelle le spermatozoïde dominant, qui peut arriver à atteindre les cellules de la cumulus ophorus, et puis après, il commence à libérer les enzymes qui sont contenues au niveau de l'acrosome, et c'est-à-dire féconder l'ovocyte, puisqu'il va traverser totalement la membrane plasmique de l'ovocyte. Et bien sûr, ceci, il prévient aussi contre la polyspermie, puisque dans l'espèce humaine, on a la monospermie, c'est-à-dire seulement un spermatozoïde qui est nécessaire à la fécondation. Et puis après, on a fusion des gamètes. Alors, une fois que le spermatozoïde il est en contact
avec la membrane plasmique, comme vous voyez ici dans ce schéma. Alors, dès qu'il est en contact avec la membrane plasmique de l'ovocyte, on a, c'est-à-dire le spermatozoïde, il est à plat sur la membrane ovocytaire, et on a un contact dans la région post-acrosomiale. On a ici, il n'y a pas une région qui est privilégiée par rapport à d'autres. Et en plus de ça, là, ça confirme qu'on a un seul spermatozoïde qui est nécessaire à la fécondation, c'est-à-dire on a ce qu'on appelle la monospermie. Et là, si on veut voir le détail, alors on a un spermatozoïde qui est à plat contre la membrane plasmique. Alors comment ce spermatozoïde, il va pénétrer en quelque sorte la membrane plasmique de l'ovocyte. Alors on sait que la membrane plasmique de l'ovocyte, elle présente quelques microvillosités, c'est ce qu'on appelle les microvillosités ovocitaires. Et puis après, on commence à avoir des ruptures au niveau de la membrane plasmique du spermatozoïde et de l'ovocyte. Et puis après, cette région, elle va devenir plus large. Elle va devenir plus large. Et de là, j'ai dit, on a la dernière ici, c'est l'inclusion de tous les, c'est-à-dire de le contenu du spermatozoïde dans le cytoplasme de l'ovocyte. Par contre, la membrane plasmique du spermatozoïde et la membrane plasmique de l'ovocyte, ils vont s'unir. C'est ce qu'on appelle la plasmogamie. Alors, je répète, plasmogamie, ça veut dire que c'est l'union des deux membranes, la membrane plasmique de l'ovocyte et la membrane plasmique du spermatozoïde. Et de là, on a, c'est-à-dire la première étape de la fécondation. Alors, je répète, j'ai dit, dès que le spermatozoïde il est en contact avec la membrane plasmique, on a vu un schéma avant, on a vu le spermatozoïde, il est à plat contre la membrane plasmique de l'ovocyte. Alors là, ce sont les microvillosités que vous êtes en train de voir. Ce sont les microvillosités, ce sont les microvillosités ici, ce sont les microvillosités ovocytaires. Et là, c'est la membrane plasmique du spermatozoïde. J'ai dit tout le contenu du spermatozoïde, il va se trouver au niveau du cytoplasme de l'ovocyte. Alors, ça commence par une petite fusion qui va devenir plus large. Et puis après, on a la membrane plasmique de spermatozoïde et la membrane plasmique j'ai dit, du spermatozoïde, ils vont s'unir et on a la membrane plasmique, j'ai dit, de l'œuf fécondé ou bien du zygote. Alors, comment on régule la monospermie? Comment on a un seul spermatozoïde qui est nécessaire à la fécondation? Alors, on sait qu'au niveau de cytoplasme de l'ovocyte, il existe ce qu'on appelle les granules corticaux. Dès que le spermatozoïde il arrive à dépasser, j'ai dit, l'œuf fécondé, on a les granules corticaux, ils vont se rapprocher de la membrane plasmique et ils vont libérer par le phénomène d'exocytose, ils vont libérer leur contenu au niveau de l'espace périvitélin et ils vont former ce qu'on appelle, ce que vous voyez ici, ce qu'on appelle c'est la membrane de fécondation. Alors, je répète, le blocage de la polyspermie, comment un seul spermatozoïde est nécessaire à la fécondation et les autres spermatozoïdes ne peuvent pas pénétrer la membrane plasmique de l'ovocyte. Alors, les granules corticaux, j'ai dit, ils rejettent leurs produits dans l'espace périvitélin et qui est compris entre, je rappelle, entre la zone pellicite et la membrane plasmique de l'ovocyte 2 pour former ce qu'on appelle la membrane de fécondation qui est c'est-à-dire elle ne laisse pas passer les autres spermatozoïdes. Alors, cette membrane qui intervient dans la destruction des sites récepteurs.
Elle va réduire, elle va détruire pardon, les sites récepteurs qui se trouvent au niveau de la membrane plasmique. Et de là, on a blocage de la polyspermie. Alors ça, c'est en ce qui concerne comment se fait la polyspermie et comment se forme ce qu'on appelle la membrane, de fécondation. Et parmi les conséquences, la première conséquence de la fécondation, c'est la reprise de la méiose. Alors, on a la réaction nucléaire, on a la reprise la deuxième division bloquée en métaphase 2 qui se termine, et on a l'expulsion du deuxième globule polaire, la transformation des deux noyaux, noyau mâle et noyau femelle, puisqu'on a le noyau du spermatozoïde et le noyau de ce qui était l'ovocyte 2, ils deviennent pronéclus mâle et pronéclus femelle. Et bien sûr, on a le réveil des enzymes cytoplasmiques de l'ovocyte, la décondensation de l'ADN du spermatozoïde. Ça, ce sont les conséquences de la fécondation. Et là, on arrive à voir la reprise de la deuxième division, la reprise et la fin de la deuxième division de méiose et la libération du deuxième. Là, vous avez dans le schéma, alors on voit le deuxième globule polaire, et puis après, alors il ne reste pas beaucoup de temps, et les deux pronéclus mâle et pronéclus femelle. La première de division, c'est-à-dire on a le début de la première division de segmentation. On rappelle que la première semaine, c'est-à-dire elle est caractérisée par la fécondation, qu'on vient de terminer. Et puis après, on a la segmentation. La segmentation, brièvement, c'est la division de l'œuf fécondé, c'est la division successive de l'œuf fécondé qui aboutit à la formation de ce qu'on appelle les blastomères. Ça, c'est ce qu'on appelle la segmentation. Alors, en conclusion, la fécondation, ce n'est pas un moment magique, mais elle va aboutir à la formation d'un individu original. Alors là, c'est le zygote. Là, on voit très nettement les deux pronéclus c'est-à-dire la fusion des deux pronéclus pour former le noyau du zygote. Alors, on a le pronéclus mâle et le pronéclus femelle. La segmentation, elle se déroule, là, c'est le lieu de la fécondation, et la segmentation, elle se segmente, alors l'œuf fécondé se segmente tout au long de l'ovoduc, qui se dirige vers la cavité utérine, qui est le lieu de l'implantation. Et la segmentation, toujours comme définition, elle consiste en une série de divisions morcellant le zygote en cellules de plus en plus petites, et qui va donner ce qu'on appelle les blastomères. Ces cellules filles, on les appelle les blastomères. Alors ça c'est la segmentation, quelles sont les caractéristiques de la segmentation? Premièrement, elle est totale, inégale et asynchrone. C'est la totalité du zygote qui se divise. Elle est inégale. La première division des zygotes, elle donne deux blastomères de taille inégale, et asynchrone. Alors, la segmentation part par un stade intermédiaire de 3 blastomères, et ce par division en premier lieu du plus grand des blastomères. Alors ça, c'est en ce qui concerne, j'ai dit, la segmentation et les caractéristiques de la segmentation humaine. Le dernier grand phénomène de la première semaine, c'est la formation du blastocyste. Alors, dans la cavité utérine, vers le 5e jour de développement embryonnaire, à l'intérieur de la morula, apparaissent des lacunes, comme vous voyez ici, des lacunes qui vont fusionner, ils vont former des petites cavités qui vont fusionner, ils vont former une seule cavité qu'on appelle blastocèle. Et bien sûr, cette cavité, elle est tapissée par des cellules totalement aplaties, c'est le trophoblaste, et à l'un des pôles, on voit un amas de cellules qu'on appelle l'embryoblaste ou bien le bouton embryonnaire. En sachant que le trophoblaste, il va donner après les annexes embryonnaires,
Par contre, le bouton embryonnaire, il va former les différents organes de l'embryon et puis après du fœtus. Alors, une couche, j'ai dit le trophoblast, c'est une couche de cellules périphériques et ce sont des cellules aplaties. Les cellules, elles se divisent rapidement et possèdent le même patrimoine génétique et une grande cellule polyhydrique de sphérique accolée au trophoblast. Ce sont de grandes cellules, un amas de cellules exactement, qui vont former ce qu'on appelle le bouton embryonnaire. Alors, les blastomères, ce sont des cellules totipotentes, c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de se diviser et de se différencier. Et puis après, j'ai dit, on a terminé avec la première semaine, le rappel de la première semaine du développement embryonnaire. Alors, ça, c'est en ce qui concerne, j'ai dit, la première semaine du développement embryonnaire. Alors, sur la plateforme, j'ai laissé mon email, mais j'ai reçu seulement une seule question. Alors, le cours prochain, ça portera sur la deuxième et on va commencer la troisième semaine du développement embryonnaire. Si vous avez des questions, je peux répondre aux questions et mettre la réponse sur la plateforme. Alors ça, j'ai dit, c'est en ce qui concerne le cours ou bien la révision d'aujourd'hui. Merci.